Aujourd'hui, notre feu sacré est Gérald Métro. L'accident qui lui a coûté ses jambes a peut-être été sa chance. Le sport, le journalisme, l'amitié, la rage de vivre l'ont construit. Aujourd'hui, il dit « Ma vie est belle et je voudrais qu'elle dure ». Bonjour Gérald. Bonjour. Vous êtes l'homme aux multiples vies. Vous avez été sportif de haut niveau. Vous avez été journaliste sportif. Et puis vous êtes aujourd'hui agent de joueur de hockey sur glace. C'est beaucoup de casquettes pour un seul homme. Comment est-ce que vous trouvez toute cette énergie? L'énergie, je ne sais pas si je la trouve ou si je la reçois, mais j'imagine que faire les choses qu'on aime, ça nous prend moins d'énergie que ce que ça nous en donne. Et moi, j'ai l'impression que faire des choses que j'aime bien et qui me font plaisir, ou qui m'ont fait plaisir, ça m'a donné de l'énergie, ça m'a donné surtout l'envie d'en faire plus, d'en faire mieux. Et ça m'a surtout donné le courage de ne pas me décourager. Voilà. Le 16 décembre 1964, Gérald Métro, 2 ans et demi, est happé par un train à Sembranché, où son père est chef de gare. Dans l'accident, il perd ses 2 jambes. 42 ans plus tard, Gérald Métro est un agent de joueur de hockey reconnu, un ancien sportif de haut niveau, un homme accompli, hors de l'ordinaire. C'est quelqu'un qui pourrait se plaindre, mais c'est quelqu'un de très positif et qui croque dans la vie à pleines dents, quoi. Son handicap n'empêchera jamais Gérald Métro de vivre comme tout le monde, peut-être plus que tout le monde, en homme libre. Il revendique complètement la liberté à travers la musique, le sport, ses habits, les voyages, sa façon de vivre. S'il y a un type qui est dans la vie, comme ça, en face d'une table, où il y a les meilleurs vins, où il y a des mets formidables qu'il a trouvés à droite et à gauche, il y a des super copains autour, des filles magnifiques, tout est génial. Peut-être que le défaut de Gérald, c'est qu'il voudrait tout bouffer, parce qu'il a un appétit énorme, un désir de vivre qui est extraordinaire et de partager avec les autres. Donc peut-être qu'il doit faire gaffe, mais enfin je ne suis pas son curé ni son moraliste, à ne pas avoir, comme disait ma grand-mère, les yeux plus gros que le ventre. Vous vous en souvenez de cet accident? Un petit peu, je ne sais pas, c'est une mixture entre ce dont je me souviens ou l'impression qui me reste de ça et puis ce qu'on m'a raconté probablement en tant qu'enfant. On se fabrique aussi des souvenirs par rapport à ce qu'on nous a dit. Le choc d'un accident, il y a toujours un deuil à faire, il y a toujours un moment post-traumatique après à assumer et à passer. Mais après, je crois que dans la vie d'un enfant, il y a tellement d'énergie, il y a tellement de choses qui se passent le lendemain ou les premiers jours qui suivent ça. Je crois qu'un enfant, il a envie de jouer, il a envie de vivre, il a envie de manger, de déjeuner, de parler, de gérer le quotidien sans se poser de questions. Et je crois que les préoccupations de l'enfant que j'étais, c'était de vivre au jour le jour. Vos parents, comment ont-ils réagi? Comment vous ont-ils aidé? Je crois que mes parents, c'était des gens humbles, des gens de la terre, des gens de bonté, des gens simples, je dirais, mais qui ont eu l'intelligence de me laisser faire mon parcours. Et ils m'ont jamais... mon père me disait toujours, t'es comme les autres et tu te débrouilleras et tu vas t'en sortir. On me disait toujours, t'as ta tête pour toi et le reste, c'est pas très important. Puis je m'en suis sorti. J'ai eu la chance d'être très très bien entouré. J'ai eu une famille extraordinaire, des parents en tout point remarquables. Vous avez des frères et sœurs? Et des frères, et un frère et 2 sœurs qui m'ont supporté dans tous les sens du terme, au sens anglais du terme et au sens français du terme, c'est-à-dire qu'ils m'ont aidé, mais en même temps ils ont aussi probablement supporté le fait qu'à un moment donné j'étais quand même devenu, j'étais au centre de l'attention de tout le monde, des médias, des gens, parce qu'un enfant qui n'a pas de jambes, c'est clair que tout le monde s'y intéresse, tout le monde veut savoir ce qui se passe, veut savoir comment il vit, ça attire une certaine curiosité, c'est certain. Et votre maman, pour une maman, c'est peut-être particulièrement difficile d'aborder ça? C'est sûr que ma maman, elle a eu
un premier problème à résoudre, c'est le problème de la culpabilité, parce que elle se disait, elle doit encore se dire, voilà, j'ai oublié de le surveiller pendant 30 secondes, sauf que moi je lui ai dit souvent, j'ai dit, écoute, moi j'assume ça, et je crois que je veux vraiment, pour la paix de son esprit et de sa conscience, qu'elle mette cette culpabilité à l'écart, et je crois qu'aujourd'hui on n'a pas simplement bien réglé ça. Donc c'est une mauvaise conjonction de hasard et en aucun cas un sentiment de culpabilité qui serait castrateur pour tout le monde. Alors aujourd'hui, si on dit mauvaise conjonction de hasard, je ne sais pas, parce que... L'enfant qui échappe, voilà. Le train qui arrive, il faut mais quand même... avec le recul, voilà, Viviane, je vous dirais, je présenterai ça autrement. Je dirais dans l'idée qu'une gifle vous fait mal quand vous la recevez. 10 ans après, vous dites, waouh, si mon père m'avait pas mis cette gifle, ou si là, j'aurais peut-être pas compris beaucoup de choses que j'ai aujourd'hui compris, et moi je prends cet accident un peu comme ça. C'est-à-dire que je dis, voilà, j'ai perdu 2 jambes, j'ai un traumatisme, j'ai eu beaucoup de chance, je m'en suis sorti. Et à travers ça, aujourd'hui, cet accident m'a permis probablement, m'a ouvert certaines portes, ou grâce à, c'est pas grâce à cet accident, mais à travers cet accident, et malgré cet accident, ou alors cet accident m'a fait prendre des routes et des chemins et connaître des gens que je n'aurais sans doute pas connus. Et je crois que le monde des amis a beaucoup compté pour vous aussi. Je dois dire que j'ai été bien entouré, j'ai beaucoup de chance. Je ne sais pas si c'est moi qui ai induit ça, ou si c'est, je crois que l'amitié, les énergies d'amitié, les énergies de contact, de relation entre les gens, elles sont induites par tout le monde. C'est un grand flot, une grande masse d'énergie tournoyante, tourbillonnante, et on essaie de s'arranger au milieu de tout ça. Et moi, j'ai la chance, j'ai eu des très très bons amis. Pascal Ebonnet et Gérald, classe totale. On s'est dit qu'on pourrait faire une petite bouffe à la maison à midi. Donc on est en train de préparer une bolognaise, si ça te dit. Alors Gérald, je le connais depuis toujours. Je le connais, c'est mon premier souvenir. Tous les dimanches, on allait faire une promenade familiale. Et on finissait cette promenade familiale par dire bonjour à nos aïeux au cimetière. Et Gérald part sur ses mains, sur les tombes, comme ça. C'est vraiment un choc, mais qui n'en est pas un, parce qu'aujourd'hui, cette image m'accompagne naturellement. Une photo incroyable, puisque sa passion est le hockey sur glace. Et Gérald est caché ici, alors que je suis caché là. C'est aussi des grands moments du début de notre amitié. Gérald était quelque chose que nous voulions tous être, puisqu'il était différent. Et il avait par exemple un cyclo pour se véhiculer tout seul, depuis la gare jusqu'à l'école. On avait tous envie d'aller sur son cyclo, on avait tous envie plutôt de faire comme lui. Et on était plutôt fortement impressionnés par sa personne que les moqueries. Hello. Salut mon grand. Salut. Ça roule et toi? C'est là que tu sois là. On a habité ensemble à Genève quand il était à l'université. Et pour lui, c'était vraiment là, il est tombé à ce moment-là sous le regard des gens. Et ça a été une étape assez difficile pour lui, notamment avec les filles aussi. Il y a eu un moment douloureux où il a dû faire son chemin. Et c'est en se rendant aux États-Unis par ses propres moyens la première fois qu'il s'est rendu compte qu'il fallait qu'il abandonne ses prothèses, qui le handicapaient en fait beaucoup plus que son handicap. Il pense pouvoir embarquer les gens dans son même espace et que tout le monde ne peut pas faire ça. Alors, ne peut pas. Des fois, il exagère un petit peu dans ce sens-là. Mais donc, tout d'un coup, il disparaît. C'est la même chose avec les femmes, d'ailleurs. C'est assez impressionnant. Dès qu'il est vraiment accro avec une femme, il disparaît. Et on le voit beaucoup moins parce qu'il se donne à fond les moyens d'aller jusqu'au bout de cette histoire. Ouais, il est inclassable. C'est pas aussi marqué sur une période donnée. Lui, il dit que je suis un théoricien. En fait, son sport à lui, c'est de me contrarier. Je le définis ça souvent comme mon meilleur ami. Et aujourd'hui, j'ai plus envie de l'appeler comme ça parce que c'est vraiment quelque chose de particulier. Et dans cette dimension-là, c'est le seul. Je voudrais parler maintenant de votre parcours professionnel. Donc, vous avez commencé par être très sportif. Bon, le sport a joué un rôle important dans ma vie. Je suis né à 50 mètres d'une patinoire. J'avais mon père,
mon frère, mes sœurs. Tout le monde était un peu impliqué dans ce monde de la glace, du hockey sur glace, du hockey sur glace de village. Et vous avez osé, malgré votre handicap, donc vous lancer sur la glace d'une part, et puis même être gardien de but. Voilà, mais ça faisait également partie d'un processus d'intégration. Quand mon père me disait, tu es comme les autres et tu vas t'en sortir, et tu vas leur montrer que tu peux faire tout ce que tout le monde fait. Pour moi, c'était faire du hockey dans mon village, patiner, mettre des patins et tout ça. Ça faisait partie d'un processus d'intégration, de me dire, ok, je ne suis pas différent. Et je vais faire comme tout le monde, je vais être comme tout le monde. Il n'y a pas eu que la patinoire, je crois qu'il y a eu le basket aussi. Alors ensuite de ça, après le hockey sur glace, où j'ai vu quand même assez tôt mes limites, puisque rien ne remplace en fait deux jambes hein, pour se déplacer, pour patiner. Et donc j'ai commencé le sport pour personnes handicapées, le sport en fauteuil roulant. Et je suis venu au basketball, et j'ai adoré ça. J'ai adoré ça. Et là, j'ai découvert que j'avais quand même une certaine habileté pour le sport. Pour le sport, pour les jeux de balle, pour les jeux en général, une intelligence, je sais pas, une certaine sens de la stratégie. Sens du jeu en équipe aussi. Habileté, oui. Et puis j'adorais ça, donc je m'entraînais beaucoup. Et je mettais derrière une certaine prédisposition, j'ai toujours mis le travail. C'est un point important, ça, de dire qu'au fond, il n'y a rien sans travail, même si on est doué au départ. Bon, on dit, ouais, le talent sans travail n'est qu'une sale manie. Donc, moi, je trouve ça assez vrai. Phrase. Ouais, je le répète souvent aux gens qui m'entourent et aux jeunes joueurs de hockey dont je m'occupe. Je leur dis, vous savez, des gens doués, il y en a plein les rues. Hein, mais il y en a certains, ils ne sont pas tous champions de hockey, champions de basketball, champions de quoi que ce soit. Et après le basket, je crois que vous vous êtes intéressé au tennis. Je me suis dit, je vais quand même, j'aimerais faire un sport où je suis responsable que de moi-même, parce que je trouvais que des fois au basketball, j'étais trop souvent dépendant de mes coéquipiers. J'ai un caractère de chien. Mon entraîneur de basket et plus tard mes entraîneurs de tennis, il me disait toujours que j'étais un matcheur, c'est-à-dire j'étais souvent meilleur en compétition qu'à l'entraînement, par exemple. Alors que pour beaucoup de gens, c'est le contraire. Et moi, la pression de la compétition, ça me rendait plus. Ça aiguisait un peu mon sens de la victoire, mon sens la gagne. Exactement. Gérald Métro a derrière lui 20 années de handisport de haut niveau. Basketteur de 1977 à 1991, il fut notamment meilleur marqueur du championnat suisse en 79, 80 et 82. Vainqueur de la Coupe de Suisse en 1980 avec l'équipe du Valais, il compte 30 sélections en équipe nationale. Tennisman à partir de 1991, en 3 ans, il devient numéro 1 du tennis suisse, rang qu'il n'a pas quitté jusqu'à sa retraite en 98. Le point d'orgue de sa carrière, en 96, il participe aux Jeux paralympiques d'Atlanta. Il finira quart de finaliste en double et 5e par équipe. Alors là, vous avez été très loin dans la compétition. Alors là, j'ai mis de nouveau les mêmes ingrédients, quoi. L'habileté, j'en avais un petit peu. J'ai eu la chance d'avoir deux très bons entraîneurs. Et là, on a mis des heures de travail, des compétitions. Et puis voilà. Puis finalement, ça m'a permis d'arriver à un niveau, de jouer cette Coupe Davis, d'être champion suisse une dizaine de fois, et puis de jouer dans les 10 meilleurs joueurs d'Europe, et puis dans les 25 meilleurs joueurs mondiaux. Mais 25 meilleurs joueurs mondiaux, c'est quand même merveilleux. Oui, disons que moi j'étais content de ça, parce que j'ai quand même un handicap assez lourd, au niveau de sens de l'équilibre et tout ça pour le tennis. Vous ne jouez plus aujourd'hui? J'ai eu une grosse blessure à l'épaule. Donc aujourd'hui, je joue encore. Tennis? Oui, du haut tennis. Et une autre du haut basketball. Alors, ça fait l'équilibre. Je suis un peu usé par le sport de compétition, c'est très beau. Mais, c'est très joli, c'est très dur, mais ça laisse aussi des traces physiques. Donc après être monté au plus haut niveau, puisque vous avez fait les Jeux paralympiques, vous avez décidé d'être journaliste sportif. Alors comment cette idée, comment c'est venu? Bon, le journaliste, ça a toujours été une passion. Hein, donc j'aime écrire. Donc ça, j'ai vraiment hérité ça de mon père qui écrivait très très bien et qui m'a donné ce goût de l'écriture. Et donc aujourd'hui, j'en fais moins. J'ai seulement une petite rubrique dans le journal le matin, tous les vendredis pendant l'hiver, sur le hockey, des petits billets d'humeur. Ça, c'est mon dernier petit coin de jardin de journalisme, je dirais. C'est un petit plaisir que je me fais tous les vendredis à écrire quelques lignes sur des petits sujets qui me viennent à l'esprit. De journaliste sportif, vous êtes devenu agent de joueur de hockey sur glace. Comment s'est fait la transition? Alors la transition, elle s'est faite assez naturellement, parce que lorsque je travaillais comme journaliste sportif, j'avais bien sûr
des contacts avec les joueurs, avec les présidents de club, avec les dirigeants et tout ça. Et puis, j'ai beaucoup de joueurs qui sont devenus un peu mes amis au fur et à mesure des saisons et qui me disaient, ouais, tu pourrais pas m'aider à contacter telle personne, tu pourrais pas m'aider, je connais pas le président de telle équipe, tu pourrais pas lui téléphoner pour moi, blablabla. Donc, parallèlement à mon activité de journaliste à la Radio Suisse Romande, puisqu'à la Radio Suisse Romande, je n'étais plus dans le sport, je me suis permis de commencer gentiment à construire une petite entreprise de consulting pour les joueurs de hockey. Au cœur du hockey, un titre qui résume toute la passion de Gérald Métro pour ce sport. Une passion de joueur d'abord puisque Gérald, malgré son handicap, a pu évoluer sur la glace en tant que gardien jusqu'à l'âge de 12 ou 13 ans. C'est en supporter, puis en journaliste spécialisé et enfin en agent de joueur que Gérald s'est ensuite transformé pour vivre sa passion au plus près de la glace. Il va alors croiser certains des patins les plus célèbres du monde comme ceux de Philippe Boson. En 1995, après une expérience aux États-Unis mi-figue mi-raisin, la carrière de Boz est au point mort. Sa rencontre avec Gérald va le relancer. C'est vrai que Gérald est vraiment bien tombé à ce moment-là pour moi dans ma carrière, parce qu'il a énormément de contacts, pas seulement en Suisse, mais en Europe tout entière. Et puis il a fait que j'ai pu évoluer dans différents clubs en Europe avec des super expériences, et c'est grâce aux connaissances de Gérald. Il a créé son entreprise de consulting à des joueurs sous contrat en Europe et en Amérique du Nord. Il négocie avec les dirigeants des plus grands clubs sans aucun complexe. Au contraire, j'ai senti les gens très réceptifs à lui et qui lui faisaient confiance. Donc c'est surtout ça qui ressort des présidents de club ou d'autres, c'est qu'ils lui font confiance. Et dans les relations agent-joueur, le handicap de Gérald est même un atout énorme. Avec cette expérience qu'il a connue dans sa vie personnelle, il arrive à relativiser assez facilement tout ce qui se passe, tous les petits problèmes. C'est vrai que les athlètes, les coachs, le monde professionnel du sport, dès qu'il y a un grain de sable en machine, on appelle son agent puis se plaindre quasiment pour un rien. Donc lui, il arrive justement à faire relativiser les gens puis à toujours trouver les bons compromis. Gérald Métro n'a certes pas réussi à devenir un grand joueur de hockey comme il le rêvait, mais aujourd'hui il aide à réaliser le rêve des autres et dans ce domaine, ceux qui l'ont côtoyé l'assurent, il n'est pas loin d'être le meilleur. Donc quelque part, c'est un métier que vous vous êtes créé de toutes pièces, à la base de vos amitiés, de votre bon relationnel. Voilà, c'est un métier qui existait en Amérique du Nord. Et lors de mon passage de 2 ans au Canada, j'ai vu un petit peu ce système-là. Je me suis dit, tiens, pourquoi j'appliquerais pas ça en Suisse, où c'était un métier qui n'existait pas, en Europe quasiment pas non plus. Et voilà, c'est un peu comme ça que j'ai commencé. Ça se passe comment dans la pratique ? Dans la pratique, c'est des joueurs qui me font confiance pour gérer leurs intérêts, c'est-à-dire négocier leurs contrats, s'occuper de leurs affaires, de tout ce qui ne concerne pas jouer et s'entraîner, proprement parler. Vous les coachez ? Est-ce que c'est une... Je les coach, à un moment donné, je fais le psychologue, l'avocat, l'agent d'assurance, le banquier, je porte plein de casquettes vis-à-vis d'eux. Je crois qu'il faut surtout les écouter, puis leur parler, puis essayer de les orienter, d'être leurs grands amis. Les encourager, de leur remonter la pendule quand c'est le temps, et puis des fois aussi de les remettre sur terre, de leur faire prendre conscience qu'il y a aussi des gens qui souffrent plus qu'eux, qui ont des situations moins agréables qu'eux, et de leur faire prendre conscience qu'ils ont beaucoup de chance de faire du sport, de leur passion, leur métier. Est-ce que vous avez le sentiment de mener plusieurs vies, ou d'avoir mené plusieurs vies ? Oui, pas mal. Oui, j'ai assez ce sentiment-là. Mais en même temps, dans cette vie, j'ai assez l'envie de voir tout et de ressentir toute la palette des sentiments et des émotions que notre humanité nous donne. Donc, il n'y a pas grand-chose qui me fait peur. C'est magnifique ce que vous dites là. Vous savez que ça vous allez donner courage à des milliers de gens qui vous regardent et qui pensent peut-être qu'un handicap qui quelquefois est moindre que le vôtre est dirimant, alors qu'au contraire... Vous leur donnez courage. Vous avez ce sentiment d'être un peu un leader Moi, non, pas tellement. Pas tellement. Moi, je suis pas un exemple. Je suis un exemple pour moi-même. C'est-à-dire que je vis avec moi-même. Maintenant, ce que les gens prennent de ma vie ou ce que ça leur inspire, moi, j'ai de la peine à m'en sentir responsable. Parce que je peux pas juger de ce que les gens vont aimer ou détester de ce que je vis ou de ce que je suis. J'en suis pas le juge, je ne revendique pas du tout l'idée d'être un exemple ou d'être l'exemple de quelqu'un.
Vous avez quand même participé à une campagne qui s'appelle Pro Infirmis et qui, je crois, a été très, très forte. Les gens qui avaient initié cette campagne voulaient faire une campagne un petit peu, qui sortait un peu d'ordinaire, c'est-à-dire de casser un peu l'image du pauvre petit handicapé qui crapaille dans son fauteuil, qui est poussé par une infirmière à travers les rues de Lausanne. Et on m'avait posé la question de savoir si je voulais prêter ma tronche et mon corps pour faire cette campagne. Puis j'avais dit oui, et on avait fait cette campagne qui a été c'était un sacré coup de fusil quand même. Alors racontez-nous ça. Parce que les images étaient très fortes et il y a eu beaucoup de... Ça a provoqué, suscité pas mal de réactions. Il y a eu même des débats sur la télévision sur Salémanique là-dessus en disant que c'était inadmissible qu'on inflige aux gens la vision de gens amputés ou handicapés mentaux. Moi, j'ai eu des gens qui me disent on a peur de vous parce que, en fait, on a peur de mon image et on a peur souvent inconsciemment, c'est la peur de comment nous on se sentirait si on était comme ça. Un livre, un documentaire, des campagnes publicitaires, la vie de Gérald Métro ne pouvait pas échapper à la médiatisation. Une médiatisation que Gérald a à la fois subie et recherchée. C'est un homme qui aime communiquer et qui a envie de raconter ce qu'a été sa trajectoire. Je ne crois pas tellement pour se vanter, pour se montrer en exemple, parce que c'est quelqu'un d'extraordinairement généreux. Non, je crois que chez lui, il y a une volonté de dire quelque chose qui tourne autour de la notion de résilience, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut transformer du malheur en beauté. Un physique hors du commun, une gueule, comme on dit, Jean-François Amiga a trouvé chez Gérald bien plus qu'un sujet de film. C'est un acteur, d'une certaine façon. Il tient parfaitement la caméra, il a un vrai rapport, comme ça, avec l'image. C'est lié à quoi? Je crois que c'est lié à une forme de charisme. Handicapé ou pas, cet homme a un charisme extraordinaire. Gérald, si les images ont été si fortes, c'est qu'à un moment, vous avez décidé d'être plus vrai et de quitter vos prothèses. Un jour, je me suis aperçu qu'il fallait faire le deuil de cette verticalité, une sorte, et faire le deuil d'une certaine apparence. Moi, je pense qu'aujourd'hui, à réflexion faite et avec le recul, je crois que c'était une tricherie. C'est comme porter un masque tous les jours. Se dire, voilà, je n'ose pas. La vie m'a fait comme ça, m'a fabriqué comme ça, m'a remodelé, entre guillemets, comme ça. Et ben voilà, il va falloir vivre avec ça. Et c'est une sorte d'honnêteté intellectuelle de se dire, ok, je suis comme ça. Ça vient pas d'un jour à l'autre, cette capacité ou cette capacité de dire, voilà, le regard des autres, je vais en faire fi. Et je vais me présenter comme je suis, et si on m'aime, on m'aime, si on m'aime pas, tant pis pour eux. Et ça a pris un certain moment, et c'était pas tous les jours facile. Et maintenant, ce qui est assez paradoxal, c'est que beaucoup de gens ne savent plus, ne se rappellent plus, et les nouvelles générations ne savent même plus que je marchais avec des prothèses. Et lorsqu'ils savent, voient des photos ou des images filmées, télévisées, de moi... de ma personne en train de marcher avec deux prothèses, c'est des images totalement hallucinantes d'un autre monde pour eux. Et même pour moi, j'ai l'impression que c'est une autre vie. Et est-ce que vous diriez que vous êtes gourmand de la vie au point d'avoir encore d'autres vies? Est-ce que non, c'est sûr que il y a encore... derrière Qu'est-ce que vous avez derrière? J'ai encore beaucoup de projets, c'est sûr. C'est vrai? Vous pouvez en partager quelques-uns avec nous? Je pense qu'un de mes projets, c'est de faire partager mon expérience, d'expliquer comment on peut vivre une vie différente en se marrant bien, en rigolant et en ayant du plaisir. La dimension ludique, c'est très important. Ah ouais, moi je passe pas une journée sans me marrer parce que sinon je pense que c'est une journée perdue. Je suis pas un Superman, hein, donc ça veut dire qu'il y a des jours où j'en bave aussi comme tout le monde. Et il y a des jours où j'en ai jusqu'ici. Gérald, dans les moments de creux, qu'est-ce qui vous fait rebondir? Je pense que ce qui me fait rebondir, c'est de reprendre conscience de la chance que j'ai d'être en bonne santé, d'avoir des gens autour de moi qui m'aiment et que j'aime. C'est surtout ça. Gérald, merci. Merci pour ce beau moment. Merci pour toutes ces vies que vous nous avez décrites et que l'on a découvertes aujourd'hui avec vous.
Merci de nous avoir fait partager ce formidable appétit de vivre aujourd'hui. Merci. Merci Gérald.